contraintes que je vous propose d'examiner aujourd'hui, alors on n'est pas exhaustif, hein, mais effectivement, le législateur a réglementé donc l'accessibilité des formations pour les organismes de formation professionnelle au travers de la certification Qualiopi. Pour les employeurs, il existe également plusieurs obligations, comme l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés qui existe depuis plus de 30 ans, depuis 1987. Toutes les entreprises de plus de 20 salariés se doivent avoir 6% de travailleurs handicapés dans leurs effectifs. Depuis 2018, une autre réglementation impose aux entreprises de plus de 250 salariés d'avoir un référent handicap. Voilà une autre réglementation destinée aux employeurs. Et enfin, les lieux accueillant du public, donc les ERP, en fait, les établissements exactement recevant du public, eh bien, sont également soumis à d'importantes normes d'accessibilité de leur lieu, de leur local. Voilà, donc ça va être plus traité d'ailleurs par des architectes spécialisés, mais c'était également une norme, une réglementation importante favorisant l'accessibilité des personnes handicapées, qui est bien souvent vécue, bien sûr, comme une contrainte. On n'est pas exhaustif, mais voilà en tout cas quelques contraintes qui nous sont imposées par rapport à l'accessibilité handicap. Donc effectivement, d'abord le handicap, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment c'est une déficience qui limite les interactions sociales dans leur ensemble. Ce qui est important de retenir ici également, c'est que c'est vraiment une situation dans laquelle on est donc handicapé. Donc là, j'aime bien donner souvent l'exemple de WebSourd. Donc c'était une entreprise dans laquelle j'ai travaillé, une coopérative qui développait des produits et services favorisant l'accessibilité des personnes sourdes. C'était une entreprise où la majorité des collaborateurs étaient eux-mêmes sourds et la langue de travail était la langue des signes. Eh bien, effectivement, quand on passait la porte de cette entreprise, les personnes en situation de handicap étaient les personnes valides qui ne savaient pas signer. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le handicap, c'est vraiment la situation qui compte et qui va générer des difficultés, des obstacles. Et pour tout, hein, ça va être pour l'emploi, la formation, mais aussi pour, bien sûr, l'accès à la culture, à la citoyenneté et à tous les aspects de la vie quotidienne, bien sûr. Ce qu'on peut retenir également, c'est que la discrimination positive qui est en vigueur en France pour le handicap, avec toutes les normes là dont on parle aujourd'hui, eh bien en fait, ce n'est pas une faveur, hein. La discrimination positive, son objectif, c'est bien de tenter de rétablir une forme d'égalité. Voilà, donc ce n'est pas une faveur, mais simplement on essaye de rééquilibrer un petit peu la balance. Quelques termes importants aujourd'hui, l'accessibilité universelle, puisqu'effectivement, quand on rend par exemple un lieu accessible en pensant aux personnes handicapées, en respectant une norme, eh bien, on se rend compte que ça va servir à d'autres personnes, à tout un chacun, et que ça va favoriser l'accès. On peut parler de compensation et de stratégie de compensation. Donc ça, c'est effectivement les personnes handicapées qui vont trouver un moyen pour compenser leur handicap, pour arriver au même point d'une autre façon finalement. Et enfin, l'inclusion, bien sûr, qui est un peu le leitmotiv de cette causerie. Alors, pour aller un petit peu plus loin et pour se rendre compte de ce qu'est le handicap aujourd'hui en France, donc effectivement, en France, il y a 12 millions de personnes en situation de handicap. C'est un chiffre qui est important. Ça représente à peu près 20% de la population. Et donc, ça montre vraiment qu'on est tous concernés. C'est-à-dire que même si vous-même n'êtes pas en situation de handicap, il y a de fortes chances que vous ayez un parent, un enfant, votre oncle ou votre voisine ou une amie ou le boulanger qui est en situation de handicap. Voilà. C'est ce qu'on voit avec le point juste après, puisqu'effectivement, 80% des handicaps sont invisibles. Donc, il est tout à fait possible que justement votre voisine que vous croisez tous les jours ou le boulanger chez qui vous allez acheter votre chocolatine ou votre baguette chaque jour,
eh bien peut-être que l'un ou l'autre est en situation de handicap invisible et que vous ne sachiez donc pas de quoi il souffre, mais que voilà, qu'il vit ce type de situation. Et donc, tout ça montre aussi que le handicap est extrêmement varié. Là, j'ai à nouveau dit le handicap. Il faudrait effectivement parler systématiquement des handicaps parce qu'effectivement, les situations sont très, très variées. Donc, le plus connu et le plus visible peut-être, c'est le handicap, les handicaps moteurs. Donc, les handicaps moteurs, ce sont en fait les personnes à mobilité réduite. Et là, on imagine tout de suite le fauteuil roulant. Alors, déjà, les personnes en situation de handicap, parmi les personnes en situation de handicap, seulement 4% sont en fauteuil roulant. Donc, c'est très peu aussi par rapport à l'image qu'on en a. Souvent, quand on parle handicap, on pense tous au sigle de la personne en fauteuil roulant. Voilà. Ça ne représente que 4% des personnes handicapées. Et les personnes à mobilité réduite, ce ne sont pas que les personnes en fauteuil roulant. Ce sont aussi toutes les personnes qui vont avoir besoin d'un déambulateur, de canne anglaise ou qui vont boitiller, vont avoir en fait des difficultés dans leur mobilité, donc des difficultés de déplacement. Donc c'est assez large, hein. Les handicaps sensoriels sont un petit peu plus connus également. Donc là, ça va être la cécité ou la surdité, par exemple. Après, il y a aussi il y a des confusions sur d'autres handicaps. Donc les handicaps psychiques, par exemple, ça va être des maladies. Ce ne sont que des maladies qui vont être souvent d'ailleurs diagnostiquées en fin d'adolescence ou chez des jeunes adultes entre 15 et 25 ans, comme la bipolarité ou la schizophrénie. Ce sont des maladies, ce ne sont pas des handicaps intellectuels et quand c'est bien soigné, avec un traitement équilibré, c'est des personnes qui peuvent tout à fait travailler et avoir accès à la formation, enfin voilà, avoir une vie tout à fait normale. Mais c'est parfois des choses qui font peur. Mais en tout cas, ce sont voilà, des maladies, les handicaps psychiques. On parle aussi de dépression chronique, par exemple, qui peuvent être reconnus comme handicap, ou du stress post-traumatique. Tout ça, ça fait partie des handicaps psychiques. Les handicaps cognitifs, eh bien là, ce sont les 10. Donc, vous connaissez certainement la dyslexie, mais on parle aussi de, enfin, elles sont très variées en fait. Il y a la dyscalculie, la dyspraxie, la dysorthographie. Voilà. Souvent, en plus, les personnes en cumulent plusieurs. Voilà. C'est aujourd'hui reconnu comme handicap et c'est beaucoup mieux diagnostiqué et beaucoup mieux accompagné qu'il y a quelques décennies. Le handicap intellectuel, eh bien là, on va être sur, par exemple, la trisomie 21. Il y a également, là que je n'ai pas indiqué, mais l'autisme, qui est assez mal connu aussi finalement, enfin assez mal connu. En tout cas, il y a de divers degrés d'autisme et donc il y a des personnes autistes qui peuvent être tout à fait inclus dans la société, dans des entreprises. Voilà. Et il y a donc toute une liste, de nombreuses maladies chroniques qui sont aujourd'hui reconnues comme handicap également. Donc, une personne qui a eu un cancer, eh bien, elle peut être reconnue handicapée pendant quelques années après son cancer, parce qu'effectivement, il peut y avoir encore quelques effets secondaires liés au traitement. Une personne qui est diabétique ou asthmatique sévère, ce sont des maladies qui sont reconnues comme handicap. Après, il y a aussi l'épilepsie, la sclérose en plaques, ça c'est peut-être plus connu, mais voilà, les handicaps sont très extrêmement variés, comme vous pouvez le voir. On pourra peut-être y revenir lors des questions. S'il y a des questions qui vous viennent au fur et à mesure, n'hésitez pas à les mettre aussi dans le chat, hein, si vous voulez ne pas les oublier ou les poser sur le moment. On y reviendra tout à l'heure, mais comme vous voyez, les situations sont extrêmement variées et nombreuses. Donc, on est nombreux à être concernés. Oui, je ne l'ai pas dit dans ma présentation, mais je suis moi-même en situation de handicap puisque je suis malvoyante. Voilà, donc je connais aussi ce côté-là du handicap, je dirais.
ça veut dire travailleur handicapé. Travailleur handicapé, c'est un statut administratif où normalement donc les personnes en situation de handicap adultes et en âge de travailler vont pouvoir demander et obtenir ce statut administratif de travailleur handicapé qui pourra leur permettre d'avoir accès à différentes choses, puisqu'elles auront plus facilement accès à l'emploi, puisqu'elles rentreront dans les fameux, entre guillemets, quotas des 6%, mais elles auront aussi, par exemple, plus d'accès à la formation, puisque le CPF, donc le compte formation d'un travailleur handicapé, est davantage abondé chaque année. Au lieu de 500 €, il est abondé de 700 € par exemple. Voilà, donc le fait d'être reconnu travailleur handicapé permet d'accéder à certains droits. Un travailleur handicapé, c'est plutôt un homme senior, pas ou très peu qualifié. Ça, c'est le profil type, je dirais. Tout simplement parce que la majorité des handicaps sont en fait acquis au cours de la vie et vont concerner plutôt des métiers manuels. Le niveau de formation, je l'ai dit donc en présentant le profil entre guillemets type, effectivement, il est inférieur à la moyenne. Alors, il y a plusieurs explications à ça. Il y a chez les jeunes personnes en situation de handicap, il y a de l'autocensure qui vient de leur entourage et d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on va leur dire non, ça c'est pas possible, tu peux pas faire tel métier, ça va être trop compliqué. Et donc, effectivement, ils se forment assez peu pour ces raisons-là. Mais le pendant, c'est qu'effectivement, certaines des formations proposées aux jeunes ne sont effectivement pas accessibles. Donc, il y a les deux, en fait. Il y a l'autocensure et le manque d'accessibilité. Voilà. Alors, ceci est de même d'ailleurs, effectivement, hein, pendant la vie professionnelle, les travailleurs handicapés se forment moins que les autres, alors qu'ils ont normalement plus de droits à la formation. En fait, effectivement, et là aussi, c'est souvent des gens qui vont se dire non, je ne vais pas m'inscrire à une formation parce que je ne suis pas sûre qu'elle soit accessible. Voilà. Donc tout ça, c'est quand même en train de changer. Les universités, les écoles de formation d'études supérieures sont en train de rendre leur formation accessible de plus en plus. Hein, ces 5-10 dernières années, c'est en train vraiment de changer. Et encore maintenant, hein, il y a des écoles qui réagissent maintenant, mais vraiment, c'est en train de changer. Donc, le taux de formation des jeunes handicapés est vraiment en train d'augmenter. Et bien, notamment grâce à Calliope, effectivement, l'objectif, c'est qu'effectivement, les personnes qui sont en cours d'activité puissent également mieux se former. Voilà, donc tout ça, c'est important. Ça me permet de préciser à cet endroit, à ce moment-là aussi, qu'un autre droit qui est accordé aux travailleurs handicapés pour leur faciliter la reconversion, eh bien, c'est que l'alternance, en fait, il n'y a pas de limite d'âge quand vous êtes travailleur handicapé. Voilà. Donc, ça peut permettre aussi de signer des contrats d'alternance pour une personne qui a acquis son handicap au cours de sa carrière et qui souhaite se reconvertir. Donc, les opportunités que je voulais mettre en avant avec vous aujourd'hui, vous voyez qu'il y en a plusieurs. Alors, je m'adresse vraiment à la fois aux OF, à la fois aux entreprises. Voilà, c'est assez varié. Mais effectivement, déjà, on peut tout à fait en faire un argument commercial. C'est-à-dire qu'une fois, si on rend effectivement ces formations accessibles quand on est à OF ou ces formations accessibles quand on est une école d'études supérieures, par exemple, également, et que ces licences, ces bachelors sont accessibles, ça peut être un argument commercial aujourd'hui parce que toutes les formations professionnelles, toutes les études supérieures ne le sont pas encore, donc ça devient un vrai argument commercial pour attirer de nouveaux étudiants ou de nouveaux apprenants en formation professionnelle. Et de la même façon, hein, en entreprise, aujourd'hui, une entreprise qui est engagée, eh bien, elle peut tout à fait le mettre en avant vers ses clients, ses fournisseurs, ses prestataires. Voilà, c'est un atout aujourd'hui et ça peut devenir un vrai argument commercial.
Donc, n'hésitez pas, une fois que vous avez rempli votre obligation et que, vous en avez peut-être même fait un petit peu plus parce que finalement, vous vous rendez compte que ça vous tient à cœur et que peut-être, et que en tout cas, ça concerne beaucoup de monde, eh bien, n'hésitez pas, ça devient un vrai argument commercial. Rendre effectivement handi accueillant ces équipes, eh bien, ça a aussi un avantage parce qu'effectivement, ça les rend finalement plus ouverts à la diversité en général, hein, puisque le handicap de la diversité. Donc, effectivement, de rendre handi accueillant vos équipes, eh bien, ça va leur permettre d'être plus ouvertes, hein, sur la diversité en général, puisque le handicap, eh bien, c'est une approche de la diversité, mais ça en fait réellement partie. Ensuite, j'ai mis effectivement réaliser des économies. Alors, pourquoi on parle d'économies, de réduction de coûts? Bon, par exemple, l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés dont j'ai parlé au début, eh bien, si elle n'est pas remplie, les entreprises doivent payer une contribution annuelle à l'AGEFIP. Il y a encore des entreprises qui pensent que c'est une taxe qu'on ne peut pas éviter et voilà, qu'il n'y a pas de solution, qu'il faut la payer, que c'est comme ça. Eh bien, non, en fait, c'est une contribution, ce n'est pas une taxe, et donc elle est calculée en fonction de votre taux d'emploi de travailleurs handicapés. Donc, si dans quelques mois ou quelques années, eh bien, finalement, vous arrivez aux 6% qui sont obligatoires, eh bien, votre contribution à GFIP disparaîtra, vous n'en payerez plus du tout. Donc, c'est en plus une possibilité pour faire des économies, pour réduire vos coûts. Et dans les périodes actuelles, ça peut être un levier intéressant. Bien sûr, ça s'intègre complètement dans la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises. Et bien aujourd'hui, la diversité, le handicap, ça en fait partie. Donc là aussi, on l'intègre dans sa RSE, on l'intègre dans sa communication interne, externe, dans son rapport RSE. Voilà, un engagement handicap, eh bien, c'est un des axes de la RSE. Là, moi, je travaille depuis quelque temps avec une agence spécialisée dans la RSE et qui avait des experts, notamment dans le développement durable pour parler globalement, hein, mais effectivement, ils traitaient assez peu ces aspects handicap. Donc là, aujourd'hui, on travaille ensemble, mais il y a vraiment des choses à faire dans ce domaine-là. Pour une entreprise, elle peut aussi développer sa marque employeur. Aujourd'hui, notamment les nouvelles générations, donc Y, Z, sont à la recherche de sens. Donc effectivement, d'ajouter cet engagement éthique, cet engagement sociétal dans votre marque employeur, ça va vous permettre d'attirer des talents en situation de handicap, mais pas que. Ça peut aussi vous permettre d'attirer des talents dits valides, mais qui, alors, soit vont avoir dans leur entourage une personne handicapée et donc seront sensibilisés au sujet, vont trouver ça chouette de travailler pour une entreprise engagée, ou alors tout simplement quelqu'un qui a des valeurs et qui cherche du sens et qui a envie de bosser plutôt pour une entreprise qui est engagée. Et effectivement, ça rejoint un peu effectivement ce que je disais sur le fait de rendre ces équipes handi accueillantes, mais effectivement d'intégrer finalement une nouvelle richesse, une nouvelle diversité dans ces équipes, eh bien ça accroît aussi la performance. Et effectivement, hein, ça peut vraiment permettre parfois de régler certains conflits parce que eh bien, les personnes en situation de handicap vont davantage relativiser, vont apporter un autre regard finalement. C'est souvent des personnes qui ont eu un parcours plus chaotique et elles vont amener un autre regard dans vos équipes. Donc, ça peut être une vraie source d'enrichissement. D'ailleurs, je précise qu'il y a une idée reçue souvent sur les personnes handicapées qui seraient pas très assidues au travail. Eh bien, c'est tout l'inverse. En fait, tous les ans, les chiffres montrent que au niveau de l'absentéisme est moins important chez les travailleurs handicapés que chez les valides. Ça s'explique effectivement par leur parcours chaotique et leur plus grande difficulté. Voilà.
Donc voilà un petit peu toutes les opportunités. Pour moi, c'est vraiment des opportunités. C'est-à-dire que on a vu qu'il y avait ben, les fameuses contraintes, Calliope, l'OETH, l'accessibilité des ERP, c'est des obligations légales, c'est pénible et on ne comprend pas forcément à quoi ça sert et pour qui c'est. Et en fait, effectivement, si on s'en empare, qu'on comprend vers qui c'est dirigé et que du coup on le fait correctement et intelligemment et éthiquement, je dirais, eh bien on peut vraiment en faire des opportunités et transformer tout ça en argument commercial dans sa RSE pour enrichir ses équipes. C'est vraiment le message que je voulais en tout cas vous faire passer et partager avec vous aujourd'hui. Merci Denis pour ton invitation. Ravie d'avoir pu partager ce moment et tous ces contenus riches avec vous tous. Et ben, écoutez, voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à me recontacter par mail à l'adresse que vous voyez sur l'écran. Si vous avez des questions complémentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Je suis également disponible et joignable facilement sur LinkedIn. Et puis, bah, effectivement, j'anime des formations pour le compte de Francis CS sur l'accueil des personnes en situation de handicap. Donc, eh bien, écoutez, n'hésitez pas non plus et à bientôt donc, par mail, sur LinkedIn ou lors d'une formation.